Il est 20 h à Kinshasa, même heure à Kenge dans le Kwango. C'est l'heure de vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Elles tapissent des grands espaces du bassin du Congo. Elles sont le deuxième poumon du monde. Les forêts congolaises méritent protection, surtout celles des populations millénaires qui y habitent. La ministre d'État environnement est en campagne de sensibilisation des autochtones à l'Équateur. Des pas de danse au rythme de la rumba congolaise à Osaka, l'Empire nippon savoure la musique congolaise. Papa Wemba y a laissé une forte impression à cette rencontre d'affaires. La riche faune et la luxuriante flore congolaise créent curiosité, belle opportunité sous les projecteurs du monde. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le 27 juin 2025, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire collective de notre pays. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont apposé leur signature au bas de l'accord de paix aujourd'hui à Washington. La ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe ont paraphé le document en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les précisions avec Giscard Koussema. La journée de ce vendredi 27 juin 2025 restera historique pour la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump suit de très près la signature de cet important accord historique au département d'État entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Aussitôt après cette signature au département d'État, le président Donald Trump va recevoir dans son bureau ovale à 15 h local, soit 20 h heure de Kinshasa, les deux ministres des Affaires étrangères principaux signataires de cet accord. On attend beaucoup de cette rencontre, notamment sur la suite des événements. Mais ce qu'on sait, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal artisan de cet accord historique, est attendu dans les prochaines semaines au bureau ovale en présence du président Donald Trump. En ce qui concerne l'accord, nous voulons préciser ce jour que le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Et l'accord a préféré le terme du désengagement à celui des retraits, simplement parce que celui-ci est très globalisant. Le désengagement est en effet un terme militaire qui comprend l'arrêt des combats, les retraits des hommes et du matériel et tout dispositif de défense. En effet, les opérations militaires débutent toujours par une opération appelée engagement des forces. Il s'agit en fait du déploiement des hommes, du matériel sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi on a parlé en République démocratique du Congo du désengagement des troupes de la MONUSCO à Bukavu. Et en Afrique, on parle du désengagement des troupes françaises au Mali ou encore au Niger. Donc ceci dit, le retrait est donc une étape de désengagement. De cet accord depuis Washington, nous y reviendrons dans ce journal avec images à l'appui. Rendons-nous tout de suite au Japon, précisément à l'université d'Osaka, qui a reçu la visite de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Sur place, la chef de l'exécutif national a proposé un programme d'échange RDC-Japon centré sur la jeunesse, le leadership féminin et la résilience communautaire. Requête à mettre dans la logique de renforcement de coopération entre Kinshasa et Tokyo dans un esprit d'innovation, de solidarité et de respect mutuel. Chimendondo, Jokuku et Pompomba. Concentrés, les autorités japonaises, chercheurs et étudiants passionnés par l'Afrique écoutent religieusement l'allocution vibrante de la première ministre congolaise Judith Suminwa-Tuluka prononcée ce vendredi dans l'un des amphithéâtres le plus prestigieux de l'université d'Osaka. Sous le thème « Statut de la jeunesse et de femmes en RDC, valeurs et signification pour les sociétés africaines et japonaises », la chef du gouvernement a plaidé en faveur d'une coopération plus engagée, articulée autour de deux piliers, la jeunesse et le leadership féminin. En République démocratique du Congo, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Les femmes, quant à elles,
assurent plus de 70% de l'activité informelle, rurale et agricole. Plus de 43% des entrepreneurs congolais sont des femmes. Elles dominent le petit commerce et l'informel. Il faut noter qu'une grande majorité des activités économiques dans notre pays s'exercent dans l'informel, en majorité par les femmes. Ces chiffres nous interpellent. Ils nous rappellent que notre avenir repose sur cette jeunesse dynamique, sur ces femmes résilientes et sur notre capacité collective à les accompagner vers l'autonomie et la dignité. Judith Souminois a détaillé les 6 piliers de son programme d'action gouvernementale dans lesquels l'autonomisation de femmes et de jeunes occupe une place transversale. La rumba congolaise, la faune et la flore de la République démocratique du Congo ont captivé le regard, mais aussi les oreilles des milliers de visiteurs du stand congolais à Osaka, au Japon. Ce vendredi, la journée culturelle, la RDC a fait parler d'elle à travers sa richesse. Une journée congolaise qui a permis à certains Japonais de se rappeler de Papa Wemba, Gaëtan Magalano et Gédéon Mutombo. Nous y emmène. De spectateurs japonais et congolais emballés par la culture de la RDC, transmis à travers ces quelques interprétations à l'Expo Osaka 2025. La rumba congolaise s'émêle aussi bien aux autres styles, une manière de faire connaître au monde le pays de Lumumba par la chanson et la danse qui plaisent à cette japonaise. Au stand de la RDC, le sous-sol, la faune et la flore s'y côtoient parfaitement. Malachite, cobalt, gorille de montagne, le capi. Le ministre du Commerce extérieur et celle de la culture échange devant visiteurs sur le pourquoi explorer le cœur de l'Afrique, la RDC. La RDC détient les minerais stratégiques, comme vous le savez, le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel, qui font aujourd'hui les minerais de la transition énergétique. Et donc la RDC se positionne aujourd'hui comme un acteur principal dans le marché mondial pour désormais ne plus apparaître à la face du monde comme un pays de guerre, mais comme un pays qui apporte des réponses à la problématique mondiale. Pour la ministre Yolande Lébé, on peut aussi compter la RDC à travers la culture. Maître Liolo est le seul sculpteur africain qui a une œuvre ici au musée impérial. Donc c'est pour dire que notre culture est connue de ce pays. Papa Wemba aussi l'a bien exprimé de plusieurs manières. Nous avons aujourd'hui des orchestres japonais qui chantent en lingala. Donc nous avons voulu mettre ces deux figures emblématiques en avant pour montrer comment la diplomatie culturelle et le soft power que le président prône fonctionnent. 2 milliers de visiteurs à l'assaut du stand de la République démocratique du Congo, la prochaine destination du monde comme le veut le président Félix Tshisekedi. Au Japon, la Société nationale du chemin de fer du Congo, SNCC, a marqué sa présence à Osaka dans la suite de la première ministre Judith Souminois Tuluka, une exposition qui a attiré les investisseurs japonais. Regardez. Créée en 1889 sous le nom des compagnies de chemin de fer du Congo, CCFC, et après avoir subi plusieurs mutations, l'actuelle SNCC, entendez, Société nationale des chemins de fer du Congo, refuse de disparaître. Un plan quinquennal a été mis ainsi sur pied pour son redressement. La SNCC a un plan quinquennal stratégique d'à peu près 6 milliards de dollars. Donc nous avons des projets parce que la SNCC est dans plusieurs corridors, d'ouest à l'ouest, et les corridors qui passent par la RDC. La SNCC est un maillon très important qu'il ne faut pas rejeter. La plupart de machines, locomotives et wagons sont des fabrications japonaises. Moment indiqué pour l'équipe dirigeante, avec à sa tête le directeur général Fabien Mutombo Kankato, de présenter ses opportunités d'affaires auprès des firmes japonaises désireuses d'investir dans le secteur. Nous avons 888 km de chemin de fer électrique avec des locomotives électriques à sec de la Belgique. Maintenant, après cette génération, il y a une deuxième génération de locomotives électriques japonaises.
Et nous avons eu l'impression que les Japonais nous ont abandonnés du point de vue technique. Donc, le message aux Japonais, surtout la société Hitachi qui nous a vendu ces locomotives, que ces locomotives existent encore et que nous manquons des pièces de rechange, nous les attendons, qu'ils viennent investir. L'Expo Osaka 2025 constitue une fenêtre ouverte pour la RDC, redevenue aujourd'hui fréquentable et capable d'attirer des investisseurs pour son développement économique. Revenons en RDC, c'est l'un des mots qui freinent le développement de notre pays, la corruption dans le secteur des finances publiques et des marchés publics. Mais comment y mettre fin? Eh bien, le sujet a été exploité au cours d'un forum multisectoriel organisé à l'intention des parlementaires et autres acteurs œuvrant dans ce secteur. Edith Chala. Les travaux du forum multisectoriel de renforcement des initiatives parlementaires face au risque de corruption dans la gouvernance des finances publiques et des marchés publics se sont fixés pour objectif faciliter le dialogue entre les parlementaires, les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et les acteurs du secteur privé afin de favoriser la transparence, la responsabilité et une réforme législative anticorruption efficace. Contribuer également au renforcement de la coopération multisectorielle et interinstitutionnelle en vue des mesures législatives concertées, transparentes et applicables. Le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Michel Victor Lessaï Boudouka, pense que la lutte contre la corruption est un combat d'ensemble. Nous voulons chercher des solutions pour arriver à bout de ce fléau qui ronge notre société. Et c'est très utile qu'on puisse conjuguer nos intelligences, fédérer nos forces pour que nous arrivions justement à bout de ce phénomène qui empêche le pays de se développer. The International Development Law Organization, IDLO, qui appuie cette initiative aux côtés d'autres partenaires, soutient l'amélioration de la législation contre la malversation des deniers publics. Il est de notre devoir de reconnaître que la corruption, en particulier dans la gestion des finances publiques et l'attribution des marchés publics, constitue encore un obstacle majeur à l'atteinte de ces objectifs. L'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, APLC, s'inscrit dans une démarche structurelle durable des luttes contre ce fléau. La mise en œuvre effective des opérations désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire dans le Tanganyika. Ce sont là les grandes lignes du plaidoyer des participants à l'atelier de diagnostic du PDDRCS dans cette partie de la République. C'était en présence du coordonnateur national de ce programme, Jean de Dieu Ntangantita Mukunda. Marqué à la fin par une évaluation approfondie de la mise en œuvre du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans les Tanganyika, débouchant ainsi sur plusieurs recommandations clés. L'atelier du diagnostic du PDDRCS dans cette partie du pays s'est clôturé sur une note jugée globalement satisfaisante. Organisé par le PDDRCS en partenariat avec le PNUD. Ces assises de 2 jours a réuni plusieurs autorités, à savoir les vice-gouverneurs de la province du Tanganyika, Isidore Kabwe, les chefs de bureau du PNUD, Abou Diabé et autres partenaires. L'objectif de cet atelier était de relancer efficacement le PDDRCS dans la province de Tanganyika. La mise en œuvre effective des opérations de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire et l'implantation des ententes du PDDRCS dans les Tanganyika. Une recommandation saluée et validée par les patrons du PDDRCS, Jean de Dieu, Désiré Ntangatita. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est finaliser tous ces documents. On a désormais les plans d'action prioritaires qui deviennent notre instrument de référence pour guider nos actions sur le terrain. Il a également félicité les autorités locales pour leur implication aux efforts de paix dans cette contrée. Et parlons à présent de la réparation des victimes et de prévention des crimes internationaux en République démocratique du Congo. Une nouvelle feuille de route vient d'être élaborée. Un plan mis en place par la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes d'appui aux réformes présenté au Parlement, aux parlementaires cet avant-midi. Eric Kabamba et Neisha Kelamouela. Un deuxième round entre la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR d'un côté et d'autre côté, tous les partenaires d'aide aux victimes en RDC.
Au cours de ces deuxièmes dialogues de haut niveau, la CIAVAR a présenté à ses partenaires techniques et financiers sa feuille de route pour l'exercice 2025. Axé sur des priorités stratégiques, ces plans visent à renforcer la politique publique en matière de réparation des victimes et de prévention des crimes internationaux. La dynamique a été lancée par une table ronde sur l'appropriation et la reconnaissance internationale du Génécoste. Des ateliers, des colloques, des forums seront aussi organisés au cours de cette année pour mieux accompagner toutes les mesures liées à la justice transitionnelle selon les explications du coordonnateur de la CIAVAR. Nous avions voulu inclure un certain nombre de choses. Par exemple, le premier, c'était de définir un mécanisme d'appropriation. On ne voudrait pas que le 2 août soit uniquement une commémoration qui est faite entre le gouvernement, un certain nombre d'acteurs et une poignée de personnes, de Congolais. Nous voudrions que ce soit tous les Congolais qui commémorent les victimes, mais également les personnes qui ont porté assistance à ces victimes-là. Associé à cette cérémonie, le FONAREV a lui aussi présenté son plan d'action 2025. Identifier plus d'1 million de victimes de violences reste l'une des priorités pour la structure, a précisé la directrice générale adjointe Emmanuela Zondi. Le FONAREV a déjà procédé à l'identification. Il a déjà identifié plus de 250 000 personnes à ce jour. Et donc, il y a toute une étape qui est consacrée par la loi pour avoir les statuts des victimes. Et c'est justement ces étapes-là que nous suivons. Des moments de présentation qui ont juste après laissé place au panel entre les participants pour un débat de fond afin de mieux coordonner des actions à mener sur le terrain pour accompagner les victimes. Rendons-nous dans la forêt équatoriale. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, s'y est rendue pour sensibiliser la population du Grand Équateur sur la conservation des forêts pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. F. Bazaïba a eu des échanges avec les ONG pour que la communauté locale bénéficie aussi du crédit carbone chez Mendondo. C'est dans le territoire forestier de Bikoro que la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a donné le coup d'envoi de son itinérance d'inspection et d'orientation stratégique pour une gouvernance forestière durable et inclusive, centrée sur les intérêts de communautés locales, accompagnée d'une délégation mixte composée de membres de son gouvernement et du gouvernement provincial de l'Équateur. La Mineta s'est rendue dans le secteur Elonga où évolue le projet Zamba et Bomba Melo Yankita Nabiso. Sur une superficie de 65 000 hectares, ces projets portés par l'ONG Centre de développement durable intégral la Marie de Miséricorde, c'est une initiative innovante axée sur la conservation de l'environnement, la santé, l'éducation et les développements intégrés de milieux ruraux en réponse de défis au changement climatique. Spécialisée de la vente de crédit carbone, l'ONG collabore avec ERA Congo, un partenaire reconnu pour son expérience dans ces secteurs. Bato oyo bazali na kati ya bazamba lokola biso ba forêt équatoriale biso nde bato tozopesa solution ya lobiko ya mokili. Basengi na biso po mokili ebika to batela bazamba wana. Lors de la causerie communautaire, la ministre d'État a sensibilisé la population sur l'importance de ces projets pilotes qui s'inscrivent dans la vision gouvernementale et développement durable. Elle a mis l'accent d'impliquer les communautés locales à chaque étape d'évolution de ces projets. La présence de la Mineta à Bikoro a également renforcé la crédibilité de projets auprès des communautés locales. Clôturant la rencontre, un jeune écolier courageux a demandé l'aide à la Mineta pour sa scolarité. En tant que maire, F. Bazaïba Massoudi a répondu positivement à ses préoccupations. À Kinshasa, les rideaux sont tombés sur la 2e édition du Forum national du secteur financier organisé par le think tank RDC Stratégie. Les participants ont cogité sur ce thème évocateur, libérant le potentiel financier de la RDC, une industrie compétitive, innovante, inclusive et souveraine. Chris Soumoula.
Ce forum financier est un signal fort d'ambition économique pour la RDC. Experts, chercheurs, bailleurs de fonds, notamment, et décideurs ont approfondi des réflexions collectives pour permettre au pays de se projeter véritablement vers un secteur financier à la hauteur de son potentiel. Différents panélistes ont développé des sous-thèmes spécifiques, cela dans l'optique de construire une finance capable d'accompagner les grandes mutations du pays. Pour obtenir l'accompagnement du ministère, dès lors que les lois qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat des startups et l'artisanat prévoient la possibilité de donner une part de marché importante aux PME congolaises. Dans son mot de clôture, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, a salué l'engagement de tous les partenaires et participants à la transformation du secteur, à l'édification d'un écosystème financier plus solide, plus éthique et plus innovant. Les rideaux s'abaissent sur cette édition du Forum du secteur financier RFF 2025. Pendant ces 2 jours d'échanges riches et intenses, nous avons ensemble décrypté les mutations profondes qui transforment notre secteur. La transition numérique, le finance durable, l'inclusion financière, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et tant d'autres défis structurants. Ce forum est un point de départ car les conclusions seront structurées et consolidées dans un rapport pour libérer effectivement le potentiel financier de la RDC. Et le président national de la FEC, Robert Malumba Kalombo, a échangé avec l'ambassadrice de l'Espagne, Carmen Diez, au menu la relance des partenariats d'affaires entre la RDC et l'Espagne. Regardez. Cette rencontre a eu lieu dans le but de renforcer les partenariats d'affaires et les relations entre la Fédération des entreprises du Congo et les entreprises espagnoles. Au cours de leurs échanges, l'ambassadrice d'Espagne en poste en République démocratique du Congo a exprimé l'intérêt de l'Espagne pour le développement économique de la RDC et sa volonté de soutenir les initiatives espagnoles en République démocratique du Congo. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba Kalombo, a réaffirmé sa disponibilité d'accompagner les entreprises espagnoles désireuses de s'implanter en RDC. Je voulais lui rendre une visite officielle dans le but de renforcer les relations bilatérales et dans le secteur économique et commercial entre l'Espagne et la RDC. Et je suis très satisfaite d'avoir appris tout le travail que les entreprises congolaises font pour la prospérité du pays. Et je me suis engagée à travailler ensemble pour voir comment l'Espagne et les compagnies espagnoles peuvent accompagner tous ces efforts congolais. Il était important que nos partenaires européens, que nous puissions les connaître et que nous puissions travailler avec eux en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à notre économie et à nos membres, aux opérateurs économiques congolais. Bien après cela, le président national, Robert Malumba Kalombo, s'est entretenu tour à tour avec les représentants de la FEC en province, notamment ceux du Haut-Ouélé, Congo central et de l'Ituri. Nous avons présenté au président national la difficulté que nous avons sur la non-application du décret du Premier ministre autorisant le faciliter l'allègement fiscaux. Alors ce décret-là n'est pas d'application dans notre province. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des réformes initiées par les patronats congolais. Et les investisseurs marocains venus à Kinshasa du 10 au 12 juin dernier sur invitation de la Chambre de commerce, d'industrie et de services ont glané des contrats de partenariat, mais aussi ont compris le fonctionnement du climat des affaires de la RDC et les réglementations dans différents secteurs. Devant la presse, le président de la CCIS RDC, Jean-Robert Issifoua, a fait la restitution de la mission marocaine à Kinshasa. Charmant Lelo. La mission économique marocaine effectuée à Kinshasa a permis à ces hommes d'affaires de la région de Rabat, Salé, Kenitra de comprendre l'environnement des affaires, la réglementation et autres préalables en République démocratique du Congo pour la signature des contrats de partenariat dans divers secteurs, notamment la formation professionnelle. Un motif de satisfaction pour Jean-Robert Issifoua Bokoumbe, président de la Chambre du commerce, d'industrie et de services de la RDC, organisateur de ce forum économique. Il fait la restitution des travaux de Rotana. Il est venu pour la première fois en vue de prospecter les opportunités d'affaires
qu'il y a dans notre pays. Que dit le code d'investissement pour les étrangers qui souhaiteraient investir en République démocratique du Congo? Pour notre chambre de commerce, ce fut une occasion de nous mesurer quelque part par rapport à notre capacité de mobilisation ou de sensibilisation des opérateurs économiques des autres pays qui pouvaient s'intéresser à notre pays. Le Maroc, par le truchement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, est intéressé à collaborer avec les membres de la CCIS RDC dans divers domaines notamment. Et donc la question de la formation est vraiment capitale, et en particulier la formation professionnelle. Pourquoi la formation professionnelle? Parce qu'elle ne prend pas beaucoup de temps. C'est des courtes formations qui durent 6 mois, 2 ans maximum, et on a une compétence. Au président Jean-Robert Issifoua de préciser que pareille rencontre aura lieu fréquemment à Kinshasa pour faire voir et faire savoir ce que la Chambre offre à ses différents membres pour des partenariats gagnant-gagnant. Après le Maroc, le prochain partenaire se prépare à visiter le monde des affaires de la RDC. Nous vous l'avions dit, c'est une autre page de l'histoire congolaise qui est écrite ce vendredi à Washington. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à travers leur ministre des Affaires étrangères l'accord de paix en direct de Washington. Des précisions de Giscard Koussema. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État américain Marco Rubio au 7e étage du bâtiment du département d'État. Le premier cercle de Donald Trump s'est mobilisé pour cet événement. Le conseiller principal du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a assuré la modération, tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de 2 représentants de la RDC et du Rwanda. Côte à côte, les 2 signataires ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Dans une atmosphère très détendue, Massad Boulos a expliqué l'essence de cet accord. Pour les États-Unis d'Amérique, il est temps de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Chacun des 2 ministres s'est brièvement exprimé. Premier à prendre la parole, le ministre rwandais a remercié le président Trump et rappelé toutes les péripéties ayant conduit à cette étape. Son pays attend beaucoup de cet accord de paix, a-t-il dit. Pour sa part, Mme Thérèse Kayikwamba a remercié le président Trump et le président Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cette signature. Nous voulons une paix durable et réelle pour les populations de l'Est, a-t-elle insisté. Elle a salué le leadership du président Tshisekedi et l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Le secrétaire d'État américain, lui, a déclaré que le président Trump est un homme de paix. Il tient beaucoup au retour de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement entre la RDC et le Rwanda. Il veut poursuivre cette entreprise de pacification partout à travers le monde où il n'y a pas de paix. En présence de plusieurs personnalités américaines, des chefs de diplomatie du Qatar et du Togo, les 2 ministres congolais et rwandais ont signé l'accord et ont partagé pour la première fois une poignée de main. Chaque pays était accompagné des 4 officiels. La délégation congolaise avait dans ses rangs le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions des finances, André Wameso, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Patrick Loabeya, les hauts représentants du chef de l'État, Sumbu Sita Mambu, et le général-major Augustin Mamba.